Alors, salut tout le monde, aujourd'hui chapitre 4, pas le pire chapitre de la session, donc vous allez voir que c'est plus un peu une introduction, révision de ce que vous avez fait au secondaire. C'est un peu le cas dans ce qu'on s'embarque pour les 2-3 prochains chapitres, là, beaucoup de réflexion, réfraction. On va commencer par regarder un petit peu le spectre électromagnétique. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que peu importe ce qu'on va dire sur la nature de la lumière ou toutes les ondes électromagnétiques, euh, la seule différence qu'on a en termes d'une onde électromagnétique et une autre, c'est vraiment sa longueur d'onde. Donc, il faut toujours se rappeler qu'on a une oscillation qui va avoir une certaine longueur d'onde. Donc, si je prends ma longueur d'onde qui... Oups. Donc, si je prends, disons, mon truc qui aurait une certaine longueur d'onde, donc qui serait, disons, une oscillation complète comme ça. Ben, ma longueur d'onde, je rappelle que ça reste la longueur de son onde. Donc là, on aurait quelque chose qui serait Y et X. Donc à ce moment-là, ici, lambda serait ma longueur d'onde. Donc une oscillation complète et la longueur d'onde. Quand on regarde des ondes électromagnétiques, le fait de changer justement cette longueur d'onde-là, d'en avoir une qui est plus longue ou qui est plus courte, va changer grandement la nature de cette onde-là. Ça va avoir des propriétés qui vont être quand même assez énormes en termes de différence. Puis c'est ça que je veux prendre le temps de regarder avec vous aujourd'hui. Donc, gardez en tête que dans tous les cas, ce qu'on va seulement changer, les ondes sont les mêmes. On va voir un petit peu plus loin que c'est une combinaison d'une oscillation d'un champ électrique, d'un champ magnétique, une onde électromagnétique. Donc, c'est ça le nom, électromagnétique. Donc, c'est une combinaison d'électricité et de magnétisme qui oscillent ensemble. Et ça nous donne cette combinaison qui peut être soit de la lumière, donc une certaine couleur rouge, verte, bleue, ou plein d'autres ondes qu'on a étalées un petit peu la suite ici. Donc là, j'imagine que ma longueur d'onde, elle est derrière ma face, mais vous savez c'est quoi une longueur d'onde, donc vous l'aurez sur les notes et vous savez ce que ça représente. Donc, j'ai laissé le tableau que j'avais fait l'année passée, puis j'ai été chercher celui du manuel pour qu'on puisse regarder ça. Ça revient un peu au même, ils sont faits dans le sens inverse les deux, mais l'important c'est un petit peu savoir qu'est-ce qui se passe avec ça, puis d'où ça vient, et surtout les incidences qui sont quand même assez différentes à travers tout ça. Donc, si on regarde, disons, le tableau fait par le manuel, donc le deuxième, celui-ci, l'idée, c'est de voir qu'il y a des ondes qui vont être plus ou moins énergétiques, qui vont être plus ou moins dangereuses, et d'autres qui vont être quand même assez inoffensives, mais ils ont tous des utilités un petit peu différentes. Si on commence par le côté plus dramatique, c'est-à-dire les rayons X, donc c'est là qu'on va avoir les longueurs d'onde les plus courtes. Donc les fréquences les plus élevées. Donc je vous rappelle que pour faire le lien entre les vitesses et c'est-à-dire les fréquences et les longueurs d'onde, on va se servir très souvent de la formule V est égal à lambda fois F. Donc, si on veut faire le lien entre la fréquence et la longueur d'onde d'une onde, ben, ce qu'on a besoin de connaître, c'est sa vitesse. Et une des propriétés des ondes électromagnétiques, c'est que c'est des ondes qui peuvent voyager dans le vide, donc oui, qui n'ont pas besoin d'un soutien matériel, mais c'est des ondes qui voyagent toutes à la vitesse de la lumière, donc à moins qu'on les fasse passer par un milieu transparent, donc là, on va pouvoir la ralentir un petit peu à l'aide d'un indice de réfraction. Ça, c'est la fin du chapitre. Mais sinon, c'est carrément ça. Donc, si vous voulez passer d'un à l'autre, ici, tout ce qu'on a à faire, c'est connaître la vitesse de la lumière que je vais vous donner dans quelques minutes. Donc, c'est autour de 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Et ce qui va nous permettre de faire la différence entre les deux. Donc, je vais passer rapidement à travers un petit peu le spectre, là, juste pour qu'on comprenne un petit peu qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Les rayons les plus dangereux qu'on connaît aujourd'hui, c'est les rayons X. Donc, tout ce qui va être la gamme à gauche du spectre fait par votre manuel. Les rayons, pas les rayons X, les rayons gamma. Ces rayons gamma-là sont en général dus à la désintégration nucléaire, donc c'est des rayons qui sont hyper énergétiques. C'est les rayons qui nous brûlent quand on est dans une situation de radioactivité. Si vous avez eu le plaisir de regarder la série Tchernobyl, là, les pompiers sont tous morts de ces radiations-là. Donc c'est quelque chose qui nous attaque très rapidement, qui brûle notre peau, qui peut nous brûler à l'intérieur. Donc ça passe à travers notre corps. Notre corps l'absorbe beaucoup en même temps et réagit beaucoup avec la chaleur. Donc on cuit carrément de l'intérieur de l'extérieur. C'est absolument horrible comme mort. La bonne nouvelle, c'est que ça dure pas trop longtemps, mais ça doit être extrêmement souffrant. Donc je vous souhaite pas d'être en contact avec des rayons de ce genre-là, jamais. Les rayons X, c'est quand même assez dangereux, mais un petit peu moins quand même. Donc là, c'est ce qu'on va se servir, nous, pour faire des radiographies. Ces rayons-là, nos tissus, nos os les absorbent à une certaine quantité. C'est des rayons qui sont dangereux pour nous, par contre, mais en petite quantité, on est capable de les tolérer.
C'est pas pour rien que ton hygiéniste dentaire, quand elle prend des radiographies de ta bouche, mais elle sort de la pièce. Donc, elle t'installe un tablier de plomb pour protéger tes organes vitaux, mais elle peut quand même irradier tes dents pendant un bref instant. Mais elle ne veut pas avoir, elle ou lui, peu importe, ne veut pas subir tous ces radiations-là au fil du temps, des années. Donc, à chaque fois qu'il ou elle prend une radiographie, mais elle sort de la pièce pour justement ne pas être irradiée. En plus, ces gens-là, en général, ont une espèce de petite pastille qui tient à la ceinture ou à la pochette, qui est justement un radiomètre qui accumule les radiations en tout temps et à tous les, je ne me rappelle plus trop, à tous les mois, disons, ils doivent remettre cette petite pastille-là et évaluer combien de radiations ils ont absorbé, donc pour rester en santé. Donc, ces radiations-là peuvent évidemment causer des cancers ou des choses qui peuvent être quand même dangereuses. Mais à petite dose, comme nous autres, on subit comme une radiographie par année, il n'y a absolument rien de dangereux. C'est pas comme les rayons gamma. Évidemment, les rayons gamma, vous voyez qu'il y a des longueurs d'onde qui peuvent être quand même assez différentes. Là, qu'on peut passer de 10 à la moins 10, moins 12 jusqu'à 10 à la moins 20. Là, c'est énorme comme différence. Là, c'est des milliards de fois plus court comme longueur d'onde. Évidemment, plus on va s'approcher de 10 à la moins 20, donc plus les fréquences d'oscillation vont être élevées, plus ces ondes-là vont faire osciller nos molécules rapidement, donc nous brûler rapidement. Donc, plus on s'en va à gauche de ce spectre-là, plus c'est dangereux pour nous. Quelque chose qui est dangereux pour nous à long terme, c'est les UV. Donc, les rayons ultraviolets, on se protège avec la crème solaire. C'est quelque chose qui peut faire brûler notre peau tranquillement, mais dépendamment de la pigmentation de notre peau, on n'est pas tous nés avec la même pigmentation. Donc, certains sont capables d'endurer des doses de rayons UV quand même assez élevées sans prendre de coups de soleil. D'autres avec de la peau très claire, vous sortez dehors et puis après 15 minutes, vous êtes déjà tout cramé. On se protège et puis il n'y a pas trop de problèmes. Oui, ça peut causer des cancers à long terme, mais c'est pas quelque chose qui est instantané. Donc, vous voyez que plus on va se déplacer vers la droite, moins c'est des ondes qui sont dangereuses pour nous, mais qui restent toutes invisibles à date. Donc, les rayons gamma, les rayons X, les rayons UV, on ne peut pas les voir. C'est quelque chose que notre œil n'est pas capable de détecter. Maintenant, on va rentrer la petite plage, donc une toute petite plage qu'on va avoir ici. Donc, cette plage-là, en termes de longueur d'onde, là, je les ai placées ici. Donc, on se trouve à être entre 400 et 700 nanomètres. C'est le spectre visible, la lumière visible. On ne peut pas dépasser cette sensibilité-là de notre œil. Donc, il y a des chiffres qui diffèrent un petit peu parfois, donc autour de 380 jusqu'à 700 ou 680. Mais bon, on a à peu près une plage là, de 300 nanomètres que notre œil est capable de détecter. Tout ce qui est à l'extérieur de ça, notre œil est absolument incapable de le détecter. Il y a d'autres animaux, insectes, qui sont capables de capter des infrarouges, tout ça. Nous, on n'est pas capable. Donc, on s'arrête vraiment à cette plage de longueur d'onde-là. Dès qu'on va être à l'extérieur de ces longueurs d'onde-là, ça trouve être de la lumière invisible pour notre œil. Donc, les rayons UV sont absolument invisibles pour notre œil. Par contre, la lumière visible, elle est visible, c'est son nom, donc ça va avoir l'arc-en-ciel là, qui part du rouge jusqu'au violet. Puis on peut avoir toutes les combinaisons là-dedans différentes de lumière. Donc tout ça, c'est juste des longueurs d'onde différentes. Donc la différence entre la lumière qui est violet, c'est qu'elle est autour de 400 nanomètres de longueur d'onde. Et la lumière rouge, ça peut être autour de 700 nanomètres de longueur d'onde. Et après ça, le jaune qui va être l'endroit où on est le plus sensible, autour de 550, 515, dépendamment des couleurs. Donc, c'est les longueurs d'onde que vous allez pouvoir voir. Toutes les autres, c'est absolument impossible à voir. Quand on passe au côté du visible, on tombe dans des rayons qui sont beaucoup moins dangereux pour nous. C'est sûr que plus on va augmenter l'intensité de la radiation, plus il va y avoir des dangers pour nous, mais quand même, de la lumière visible, ça peut nous brûler là, à des intensités qui sont très très fortes. T'es capable de toucher une ampoule et de brûler. Là. Donc ça peut être dangereux pour nous quand même. Mais les risques au niveau d'une onde équivalente est quand même beaucoup plus faible à mesure qu'on va se déplacer vers la droite de ce spectre. Donc c'est ça. Après ça, on va tomber dans le IR, donc l'infrarouge. L'infrarouge, c'est de la lumière justement qui est souvent associée à de la chaleur. Si vous avez des lunettes thermiques pour la chasse, vous avez déjà fait des jeux vidéo qui vous permettaient d'avoir des lunettes thermiques, c'est des lumières qui vont nous permettre de détecter des rayons infrarouges. C'est une lumière qui est invisible à notre œil, par contre, qu'on émet beaucoup. On va voir un petit peu plus tard dans la session avec la radiation du corps noir que
tous les objets vont émettre une certaine longueur d'onde en fonction de leur température. C'est le principe du rond de poêle. Le rond de poêle, quand il est à température pièce, il est plutôt noir, mais en réalité, il émet à quelque part dans l'infrarouge. Plus on va augmenter sa température, plus il va grimper là-dedans. Donc, la première couleur qu'on va observer, ça va être un genre de brun-rouge. Puis après ça, si on réussit à le chauffer assez, il va passer au orange. Puis s'il est très très chaud, il va passer au jaune. Si on était capable de le faire chauffer encore plus, il se rendrait jusqu'au bleu. Puis après ça, il redeviendrait invisible. Donc là, c'est des températures qui sont énormes, là, on ne se rend jamais là. Mais c'est quand même ça. Donc on va voir un peu plus tard dans la session. C'est pas quelque chose qui est important de tout comprendre aujourd'hui, mais savoir que ça existe. Mais c'est ça, donc les lunettes thermiques, justement, vont être des lunettes qui vont être capables de bien voir notre signature thermique, donc voir les radiations que nous, on émet juste à cause de la température qu'on est. Et ça se situe pas mal dans l'infrarouge pour les humains. Notre 37 degrés Celsius environ. Ensuite, on tombe dans les micro-ondes. Donc, les micro-ondes, oui, c'est dangereux si tu te fixes dans ton micro-ondes, mais rappelle-toi que le micro-ondes, c'est quand même quelque chose qu'on génère des micro-ondes assez intenses à l'intérieur de quelque chose qu'on les fait résonner. Donc, on confine ça là-dedans et ça donne quand même juste 2-3 spots dans ton micro-ondes qui fait chauffer. Donc, c'est quand même assez concis comme endroit qui est dangereux. Après ça, autour de ton micro-ondes, c'est pas nécessairement dangereux et tu peux pas non plus te faire croire que ton micro-ondes est une boîte d'isolement si bonne que ça. Mais c'est quand même ça. C'est pas rare des anecdotes de gens qui me parlent que leur Wi-Fi tombe à la maison quand le micro-ondes démarre. Ton micro-ondes n'est pas super étanche. Donc, puis ça nous amène à un autre point. On le voit pas super bien ici, mais les micro-ondes, ça comprend le Wi-Fi, ça comprend les ondes cellulaires. C'est dans les mêmes longueurs d'onde. Donc oui, il peut y avoir un phénomène d'interférence qui est assez présent. C'est sensiblement dans les mêmes longueurs d'onde. Donc, c'est pas des intensités qui sont comparables. Et oui, le vidéo de quelqu'un qui faisait sauter du popcorn avec son téléphone, c'est complètement faux. Mais c'est quand même dans les mêmes longueurs d'onde. Donc oui, on peut avoir des phénomènes d'interférence qui sont bien présents. Donc, sensiblement les mêmes longueurs d'onde, autant pour faire chauffer ton spaghette que pour parler à ta blonde la fin de semaine ou de télécharger ton film préféré. Ça reste tout dans le micro-ondes. Après ça, on tombe dans les ultra hautes fréquences ou les ondes TV et FM. Quelque chose qui est de moins en moins utilisé, je vous dirais surtout pour la télévision, là, les UHF puis les ondes télé, là, on s'en sert de moins en moins. De plus en plus, notre télé, elle est câblée. Mais c'est quand même quelque chose qui existe encore. Donc, vous avez probablement tous un ami ou quelqu'un dans votre famille qui a encore des oreilles de lapin ou qui s'est bâti une antenne HD. Là, l'antenne HD va travailler dans les ultra hautes fréquences. Donc, c'est sûr que c'est moins complet que ce qu'on peut avoir, mais c'est gratuit, donc très intéressant. Même chose pour les ondes AM. Donc, écoutez, là, il y a des qualités et des inconvénients là, plus on va se tasser vers la droite. C'est sûr que plus on va vers la droite, plus c'est des ondes qui sont inoffensives pour nous. Une onde inoffensive pour nous, ça veut dire que ça va nous traverser sans trop nous influencer. Ça va aussi augmenter sa portée. Donc, si c'est un chalet qui est assez loin dans le bois, prendre la radio FM, souvent, ça fonctionne plutôt mal. Par contre, si tu es capable d'avoir de la radio AM, en général, ça rentre aussi mal que quand tu étais en ville. Les ondes AM ont des très longues portées, les ondes FM ont des plus courtes portées. Par contre, on est capable de faire passer beaucoup plus de signal dans les ondes FM que dans les ondes AM. Donc, la qualité sonore est toujours beaucoup plus importante ici et importante là et importante là. Donc, à mesure qu'on va se tasser vers la gauche, on va avoir plus de signal, donc plus d'informations dans une onde équivalente. Mais c'est quelque chose qui aura une portée beaucoup plus faible. Donc, ton Wi-Fi a une portée beaucoup plus faible que l'onde de la télé qui est affichée en plein milieu de la ville à un seul endroit. Et même chose, celle qui se rend jusqu'à ton chalet, donc l'onde AM. Ensuite, on va tomber dans les ondes longues radio. Donc là, ça va combiner un petit peu tout ce qui est aéronautique maritime, donc les communications qu'on peut avoir avec les bateaux, qui est à énorme distance. Là. On peut avoir des centaines, sinon des milliers de kilomètres qui nous séparent d'un rivage. On va être capable de leur parler quand même. Donc, même chose avec les avions. Ils sont très loin, donc on va être capable de leur parler. Donc, on va se servir des ondes radio à ondes quand même assez longues. Puis aussi, si on pointe des radiotélescopes un petit peu partout dans l'univers, on est capable d'en détecter des ondes longues qui viennent à peu près dans toutes les directions. Les hypothèses de où ça vient, les hypothèses les plus crédibles que moi j'ai entendues, c'était que c'était un genre d'écho du Big Bang.
donc la grosse explosion qui a créé notre univers. Puis là, ben, il y avait ce genre de réflexion de... C'est pas du son, là, c'est plus proche de la lumière, même si la lumière, ça correspond uniquement à la petite partie visible ici. Ce serait plus proche de dire de la lumière, mais c'est en réalité une onde électromagnétique. Donc ça serait comme une espèce de flash, si on veut, qui reste résiduel de cette explosion-là. Est-ce que c'est ça? On ne sait pas, mais c'est quand même une hypothèse qui se tient bien. Donc voilà, c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a quand même des incidences assez énormes de changer sur ce spectre-là. On peut faire à peu près la même chose avec tous ces ondes-là, mais à des niveaux quand même différents, à des niveaux de sécurité quand même assez différents aussi, là. Donc si tu veux avoir la communication, tu restes à droite. Si tu veux irradier des trucs, tu t'en vas à gauche. Et qui dit irradier des trucs, ben, ça peut être très pratique. Là, on a commencé à utiliser les rayons UV pour irradier l'eau, ce qui est selon moi une excellente idée. Donc ça nous empêche, pas ça nous empêche, mais ça nous permet de ne pas faire d'ajout de chlore ou de produits chimiques comme ça. Du chlore, c'est poison, c'est pour ça qu'on le met dans l'eau, pour tuer les bactéries, les champignons qui resteraient là-dedans. Mais on peut remplacer ça par de l'irradiation. Donc le fait de faire passer l'eau sous lumière UV, ben, ça la rend pas radioactive. Donc, ça va tuer ce qu'il y a comme bactéries et champignons à l'intérieur. Mais une fois qu'on a fermé la switch, bon, l'eau n'est plus éclairée, donc elle n'est plus irradiée, donc elle n'est pas radioactive. C'est différent là, des radiations électromagnétiques et des particules radioactives. C'est deux choses complètement différentes. Les radiations alpha, bêta, ne sont pas là-dedans. Là. Ce sont des particules, que ça peut s'accumuler dans une personne, dans l'eau. C'est pas ça qu'on veut faire. Donc, on veut juste envoyer des rayons lumineux qui sont invisibles. Donc, on a commencé à l'utiliser en rayon UV. Moi, je souhaite qu'on l'utilise en rayon gamma. Ça sera encore plus efficace. Mais bon, ça fait peur. C'est des radiations quand même plus importantes et plus dangereuses. Mais on pourrait faire la même chose avec ça. Mais pour l'instant, on le fait uniquement en rayon UV. Je ne sais pas si dans les centrales d'épuration, on les fait comme ça. Honnêtement, je ne suis jamais allé fouiller. Donc maintenant, si on regarde un peu plus en détail à quoi ça a l'air une onde électromagnétique, donc j'étais extrêmement content de pouvoir faire un copier-coller d'un dessin de votre manuel. Donc vous voyez de quoi ça a l'air, c'est quand même pas évident à dessiner. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est une onde progressive. Donc l'onde progressive ici se déplace dans le sens de la petite flèche rouge que vous avez ici. Donc ça se propage selon les X positifs. Donc ici, on aurait une vitesse V qui serait égale à donc C, la vitesse de la lumière, selon les I positifs. On va voir dans quelques instants, ça représente quoi cette C-là. Ma longueur d'onde ici, ça serait mesuré sur l'axe des X entre cette distance-là et cette distance-là. Donc ça serait ici mon lambda. Donc c'est ma longueur d'onde. Et c'est uniquement ça qui va être changé pour avoir les différentes ondes du spectre électromagnétique. On a de la lumière bleue, la lumière verte, des rayons gamma super dangereux ou des ondes longues qui sont absolument complètement négligeables. Puis, j'ai peut-être pas assez insisté, là, mais les ordres de grandeur là, sont hallucinants. Là. 10 à la moins 20, là, je sais pas si tu es capable de t'imaginer c'est quoi 10 à la moins 20 en termes de longueur. Là. Moi, je suis pas capable, c'est tellement petit. Là. Puis ici, 10 à la 4, 10 à la 6. Là. Donc ça, c'est des milliers de kilomètres. C'est énorme comme distance. Là. Donc, c'est la distance Terre-Lune ici, puis ici, mais c'est un millionième de largeur de protons. Là. C'est fou là, comme différence. Et pourtant, c'est ça qu'on a. Donc, une onde électromagnétique est une combinaison d'un champ magnétique B et d'un champ électrique E oscillant. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que le champ électrique n'influence pas le champ magnétique, mais les deux oscillent de la même façon. Donc, ce n'est pas des quantités qui sont égales, dans le sens que le champ électrique est en newton par coulomb et le champ magnétique est en Tesla. Donc, c'est pas les mêmes quantités, mais au bout de la ligne, ils ont la même longueur d'onde. Donc, quand même que je calcule la longueur d'onde ici avec le E ou avec le B. Donc, le E est en vert, le B est en bleu. C'est la même chose. Dans ce cas-ci, mon champ électrique est oscillant dans le sens de l'axe des Y et mon champ B est oscillant dans le sens des Z. Ça sera toujours ça. Donc, on a toujours une perpendicularité entre trois quantités, c'est-à-dire la vitesse de déplacement, l'oscillation du champ électrique et l'oscillation du champ magnétique. Les trois sont toujours à angle droit, un envers l'autre. Et on va pouvoir savoir que le produit vectoriel entre E et B nous donne la direction du vecteur de propagation, donc la direction de la vitesse. Donc écoutez, c'est le dessin que je voulais que vous observiez.
Est-ce que ça va vraiment nous servir? Pas tant, mais c'est de là que ça vient. Et je suis bien content de ne pas avoir à le refaire au tableau cette année. Donc, les propriétés qui vont nous être utiles pour les ondes électromagnétiques. Donc, premièrement, E et B sont toujours perpendiculaires au déplacement de l'onde, donc ça en fait une onde transversale. C'est pas une onde longitudinale qui oscille dans le même sens de la propagation. Donc, on a des oscillations qui vont être soit vers le haut pour le champ électrique et la propagation par là, ou par là pour le champ magnétique et la propagation est par là. Donc, dans les deux cas, c'est à 90. Donc, c'est une onde transversale. E est perpendiculaire à B, donc on l'a bien vu sur le dessin, toujours perpendiculaire. E croix B donne la direction de propagation. Donc, si je fais un produit vectoriel entre E et B, donc si je reviens ici, donc si je vais E, je m'en vais vers B, ben, mon pouce me donne le résultat et ça me donne la direction de mon champ de propagation. Vous pouvez l'essayer n'importe où, dans n'importe quelle situation. Donc, moi, je l'ai fait avec le premier lobe ici, si on veut. Là. Donc, E par en haut, B vers moi. Donc, ça me donne bien mon I qui va être dans le sens de l'axe des X. Si je le faisais dans le deuxième lobe, ben, j'aurais B par en bas, E par en bas, B rentrant vers l'écran, donc ce qui me donne encore une fois mon vecteur résultant vers l'axe des X. Donc voilà, ça nous permet d'avoir la direction de propagation, donc la vitesse. E et B sont des ondes sinusoïdales, en phase, même fréquence, même longueur d'onde. Donc vous voyez que c'est pas des... E n'est pas équivalent à B, là, parce que E, comme je vous disais, c'est en Newton par Coulomb, B, c'est en Tesla. Donc ici, on va avoir une amplitude ici qui va être en Newton par Coulomb et une amplitude ici qui va être en Tesla. Mais après ça, le terme qui est après, sinus de kx moins oméga t, dans les deux cas, il est absolument identique. La bonne nouvelle là-dedans, c'est comme on sait ça, ben, on n'aura pas besoin de tous les fois traiter les deux en même temps. Comme les deux sont identiques, ben, on va juste traiter un des deux pour voir nos propriétés. Puis après ça, ben, on va regarder si on a besoin de savoir c'est quoi l'amplitude du B par rapport au E. Ben, on a une petite formule après ça pour calculer, faire la transition d'un à l'autre. Donc voilà. Puis si je peux me faire un petit peu rassurant pour ceux, je ne sais pas s'il y en a encore qui n'auraient pas fait le cours d'électricité. Quand je parle de Newton par Coulomb et de Tesla, vous êtes un peu perdu. Ben, c'est votre choix d'avoir fait ce parcours-là. Mais pour vous rassurer, je vous dirais que la plupart des gens qui ont fait le cours d'électricité, en ce moment, vous entendez le mot Tesla et Newton par Coulomb et vous ne savez peut-être pas de quoi je parle non plus. Donc, faut pas non plus trop stresser avec ça. C'est loin pour tout le monde. Donc, si vous avez besoin de faire un petit peu de lecture, vous pouvez retourner faire. Mais au bout de la ligne, vous allez voir qu'on va faire surtout des applications. Donc, au point de vue théorique, qu'est-ce que tout ça représente exactement? C'est pas hyper important, mais il faut savoir que c'est deux quantités différentes avec des unités différentes. Toutes les ondes électromagnétiques dans le vide ont une vitesse de module C, donc C qui est la vitesse de la lumière, donc on le calcule avec la permittivité du vide et la perméabilité du vide. Donc vous avez ces quantités-là dans votre manuel pour calculer quelle est la vitesse de la lumière. Donc, on arrive à 299,792,458 mètres par seconde. Concrètement, là, je voudrais dans vos exercices, 3,00 fois 10 à la 8 mètres par seconde devrait être amplement suffisant comme précision. Si vous voulez pitonner ça à chaque fois, ben moi, ce que je vous suggère, c'est de faire une sauvegarde dédiée dans votre calculatrice. Ce chiffre-là, vous allez le pitonner pas mal de fois d'ici la fin de la session. La vitesse de la lumière est une constante hyper importante, autant pour ce qu'on fait aujourd'hui, qui est juste de la géométrie, mais pour ce qu'on va faire comme concept de relativité avec Einstein à la fin de la session. Donc, ça va revenir. Donc, si vous êtes capable de vous programmer votre calculatrice pour avoir toujours ça en main, ça va vous aider. Maintenant, si vous avez besoin de faire la conversion entre E et B, ben, le rapport de E sur B donne C. Donc, c'est tout. Si vous voulez trouver c'est quoi le E0 en fonction du B0, ben, vous pouvez remplacer E0, B0 ici et vous pouvez faire le rapport avec C. Donc, c'est facile de faire la transition d'un à l'autre, mais il faut prendre le temps de la faire. Ça n'arrivera pas tout seul. Donc voilà, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire là-dessus. Donc c'est vitesse constante, il n'y a pas d'accélération, on ne peut pas faire accélérer ou ralentir la lumière. Elle voyage à vitesse constante. La seule chose qui va nous permettre de la ralentir un petit peu, c'est de la faire passer par un milieu qui est réfractant. Donc comme du verre, de l'eau, quelque chose comme ça. Tout ce qui va nous créer une certaine réfraction. On en parle dans quelques minutes. L'intensité, la distance, ben, c'est un peu la même chose qu'on avait fait avec le son, donc ça n'a pas vraiment changé.
Donc, je peux commencer par ça ici. Donc, l'intensité va être donnée par la puissance de la source divisée par 4 pi r carré. L'intensité est en watts par mètre carré, la puissance de la source en watts. Et on suppose encore une fois que notre source est isotrope et que ça grossit selon une sphère de rayon R. Donc, le volume de cette sphère-là, pas le volume, excuse, la surface de cette sphère-là est égale à 4 pi r carré. Et ça ne change pas. Si on veut faire le lien entre l'intensité et le champ électrique ou le champ magnétique, ben moi je l'ai fait avec le champ électrique ici. On pourrait faire l'équivalent avec le champ magnétique avec la formule qui est ici. Donc on a juste à remplacer le B par le E. Ce qui est important de bien réaliser, c'est que moi j'ai fait une formule avec le E efficace. Tous ceux qui ont déjà magasiné des amplis savent qu'il y a deux types d'amplis. Il y a des amplis qui sont à transistor, des amplis qui sont à tube ou à lampe. Les deux fonctionnent sur deux courants différents. L'ampli à transistor va fonctionner sur un courant qui est alternatif. L'ampli qui est à lampe, lui, travaille sur un courant qui est continu. Donc, il va être stable toujours à la même valeur. Donc, ça, on aurait V en fonction du temps. Donc, si on a un V qui est constant en fonction du temps, ben là, ou je voudrais dire en termes de watts, là, parce que souvent les puissances d'ampli, c'est donné en watts. Donc, ici, si tu as un fabricant, il va donner la puissance maximale de ton ampli. Il va dire, ben, ici, mon pic, là, c'est 50 watts, fait que ton ampli, c'est un ampli de 50 watts. Après ça, ben, lui qui a une puissance qui oscille comme ça, ben, il va dire, ben, quel chiffre je pourrais te donner? Est-ce que je vais donner la valeur réelle ou je vais donner la valeur... Ben non, je vais te donner l'amplitude. Fait que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te faire une espèce d'asymptote ici, il va faire ce calcul-là, puis il va te dire, ben, je vais te donner ce chiffre-là. Mais en réalité, ce chiffre-là est beaucoup inférieur à la puissance réelle de l'amplificateur, parce qu'il faut regarder qu'est-ce qui est l'écart avec l'axe des X ici, ou l'axe du temps. Donc, pour faire ça, il faut rectifier le signal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait une genre de valeur absolue pour regarder c'est quoi juste ce qui est en haut de ça. Donc, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on enlève toutes les crêtes qui est en dessous, puis on les remet en haut. Puis après ça, ben, ce qu'on veut, c'est avoir la moyenne de tout ça. Donc, on fait un air de... En fond, c'est une intégrale. Donc, on fait l'intégrale de surface de tout ça, puis on regarde quelle est la valeur médiane de tout ça. Et ça nous donne quelque chose qui est ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le E efficace. Ou le W efficace dans notre cas ici. Par contre, ce qu'on a en haut ici, ça va être notre amplitude. Donc, ce qu'on appellerait le E0. Ou le W0 dans notre exemple. L'amplitude et le travail réel que va être capable de fournir notre objet n'est pas tout à fait le même. C'est sûr que ton fabricant, lui, il va te donner ton amplitude. Parce que c'est le chiffre le plus élevé des deux. Fait qu'il va dire, ben, ton ampli est à 70 watts. Mais en réalité, tu le compares avec celui-là de 50 watts, puis tu te rends compte que l'ampli de 50 watts est inférieur en termes de volume, de puissance qu'il est capable de fournir à l'ampli de 50 watts qui était à tube. Donc, il faut faire attention qu'on magasine ces trucs-là. C'est pas seulement la qualité du son qui va changer, mais la puissance réelle de l'objet qu'on achète. Donc, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Pour faire la conversion entre les deux, ben, c'est assez simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est diviser par racine de 2. Donc, ça vient de l'intégrale, justement, de ça. Quelque chose que vous avez probablement fait dans votre calcul, dans votre cours de calcul. Donc, j'insiste pas plus que ça là-dessus. Sinon, le calcul il est relativement simple. Donc, si on va avoir l'intensité en fonction du E efficace, ben, on a besoin de la permittivité du vide, la perméabilité du vide. Donc, vous avez votre constante à quelque part sur votre feuille de formule. Et pour avoir le E efficace, ben, on remplace par epsilon 0 sur racine de 2. Donc, dans votre manuel, ils ont déjà combiné les deux. Il n'y a pas de E efficace, eux autres. Mais je trouve ça intéressant d'avoir le E efficace, là, parce que c'est lui qui est vraiment réel. L'amplitude ici nous donne des fois une information un petit peu surestimée de ce qui est la réalité. Et si vous voulez un conseil dans la vie, si vous avez les moyens, investissez dans des amplis à lampe. C'est tellement meilleur. Un petit peu plus d'entretien, mais c'est plus cher. Pression de radiation. Comment je pourrais commencer à expliquer ça? Ben, la pression de radiation, c'est quelque chose qu'on observe principalement sur les comètes. Si on regarde une comète, disons qu'on a le Soleil qui serait ici. Ben,
Une comète, c'est un objet qui fait une orbite autour du Soleil, qui revient. Donc, nous, on serait sur la Terre qui part ici. La comète va se promener autour de ça selon une ellipse, comme tous les orbites, c'est toujours des ellipses. Qu'est-ce qu'on observe de la comète? C'est qu'on va observer en général une queue sur la comète, donc qui est dans le fond une espèce de traînée de poussière là, ou de glaçons là, qui suit la comète par gravité. Donc, elle est attirée par gravité par cette masse-là qui l'attire parce qu'il n'y a rien d'autre autour. Mais au bout de la ligne, il y a quelque chose qui essaie d'expulser de cette comète-là ces petits grains de poussière-là qui ne sont pas ancrés très solidement. Ben, qu'est-ce qui fait ça? C'est la pression de radiation. Donc, si j'ai une comète qui est ici, donc mon objet qui est là, qui se déplace à une certaine vitesse v par là. Donc là, c'est sûr que nous, si on est en voiture et on est cet objet-là, ben, on a tendance à penser que la queue, donc la poussière qu'on crée, est derrière nous. Avec une comète, c'est pas ça qui va se passer. La pression de radiation, c'est quelque chose qui va être exercé par le Soleil, donc par la lumière elle-même, donc la radiation électromagnétique. Donc ça va pousser sur la comète, pas assez pour la déplacer elle-même, mais pour influencer les petits grains de poussière qui sont dessus. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir une genre de traînée de poussière qui va apparaître dans l'axe du Soleil. Donc les rayons vont se rendre jusqu'à là et ça va créer une queue comme ça, même si la vitesse de propagation, la vitesse de déplacement de la comète est par là. Si la comète est rendue ici, ben la comète se déplace comme ça. Mais là, les petits grains de poussière vont s'en aller comme ça. Ça va toujours être opposé au Soleil. Et de plus, l'intensité va jouer un rôle important là-dedans. Donc, c'est sûr que plus on va être proche du Soleil, ben, plus ces grains de poussière-là vont être nombreux et importants. Donc, plus la traînée de poussière va être foncée, va être visible et toujours perpendiculaire comme ça. Donc, ça, c'est un exemple de pression de radiation. Il y a plusieurs ouvrages de science-fiction aussi qui rêvent de se servir de cette technologie-là, qu'on pourrait se servir avec des voiles solaires. Donc, créer une espèce de gros miroir qu'on mettrait devant notre navette qui nous servirait comme de voile, finalement, qui absorberait les photons qui sont dégagés du Soleil pour nous propulser tranquillement vers l'espace. Ça fonctionne bien pour l'aller, ça fonctionne très mal pour le retour. Mais ça prend du temps, hein. C'est pas des pressions qui sont très élevées, donc je sais pas si tu as déjà ressenti la différence de poussée que tu as dans ta chambre quand tu ouvres la lumière ou quand elle est fermée. Non, tu la ressens pas, donc c'est quelque chose qui est extrêmement faible. Pourquoi c'est intéressant dans l'espace? C'est parce qu'il n'y a pas de frottement, donc il n'y a pas d'air, et puis cette pression-là, elle est tout le temps appliquée, donc avec le temps, ça va justement générer de plus en plus de momentum, de plus en plus d'énergie cinétique, et on va pouvoir aller de plus en plus rapidement. Donc on va en ligne droite par contre, c'est-à-dire en direction opposée au Soleil, on n'a pas de gouvernail, on n'a rien, on s'en va par là. Fait que c'est quand même limité, c'est sûr que ça nous prend des systèmes qui vont nous aider à défecter de ça. Je pense pas que ça soit vraiment l'avenir des voyages interstellaires, là. Ça va être bien trop long. Mais bon, c'est une possibilité, là. Mais bon, je peux pas croire que... Je crois pas beaucoup en cette technologie personnellement, mais ça, c'est juste mon opinion. Donc, on va avoir deux façons de le calculer. On va regarder ça en termes de variation de quantité de mouvement. On va regarder ça en termes de pression directement. Donc, si on regarde en termes de variation de quantité de mouvement, on va avoir une certaine variation d'énergie qui va être accumulée par notre objet en fonction de la lumière qui va être absorbée. Donc, il faut calculer c'est quoi l'énergie lumineuse que notre objet a absorbée. On le divise par C dans le cas d'une absorption totale. Dans le cas d'une réflexion totale, on va avoir quelque chose de 2 fois plus important. Donc, ça, c'est le cas le plus fort là, quand on a une réflexion totale. Je l'explique dans une minute pourquoi. Mais quand même, imagine que tu prends toute l'énergie qui est absorbée par la radiation, donc par la lumière, et il faut que tu divises après ça par ce chiffre-là. Donc, il faut que tu divises par 3 fois 8 à 3,0 fois 10 à la 8. Donc, il faut que tu divises par 10 millions. Ça diminue pas pire un chiffre, ça. Donc, la quantité de lumière que tu absorbes, c'est pas des radiations trop énormes non plus. Donc, ça fait que la variation de quantité de mouvement que tu gobes est quand même petite.
C'est des pressions qui sont très très faibles, mais quand même qui sont là tout le temps. Il n'y a pas de nuages dans l'espace, donc on a toujours cette pression-là. Donc c'est quelque chose qui s'accumule avec le temps, qui peut être intéressant, qui a une accélération très faible, mais toujours constante. Puis une accélération comme ça, au bout de 2 ans, ben, ça peut nous amener à des fractions de la vitesse de la lumière. Et ça va très vite. C'est des moyens qu'on n'est pas capable des vitesses qu'on n'est pas capable d'atteindre autrement. Donc ça peut être intéressant dans ce sens-là. Mais bon, ça c'est des vaisseaux qui devront voyager pendant 500-700 ans là, pour se rendre à l'étoile la plus proche. Là. Donc c'est quelque chose qui est... C'est des vaisseaux générationnels, là, donc qu'on doit faire des enfants à l'intérieur pour pouvoir continuer à survivre. Qui c'est qui a le goût de s'imposer ça dans sa vie, là, je sais pas. On verra, peut-être les conditions de la planète changeront éventuellement et ça va devenir intéressant, mais pour l'instant, j'y crois pas. Bon, c'est bien beau comme ça. On va plutôt se servir de nous des pressions de radiation. Donc les pressions sont plus faciles à calculer parce qu'on peut y aller directement avec l'intensité. Et l'intensité est beaucoup plus facile à calculer que l'énergie qui est absorbée par nos trucs. Donc on va, comme je disais, distinguer ça en 2 termes. En termes d'absorption totale ou de réflexion totale. Donc là, il faut regarder notre objet qui est éclairé. Est-ce que l'objet qui est éclairé absorbe toute la lumière ou il en réfléchit une partie ou il en réfléchit toute? Donc, absorption totale, un objet qui est noir. On n'est pas obligé d'aller en Venta Black, là. On peut supposer qu'il absorbe pas mal tout le noir. Puis réflexion totale, ben, on va prendre quelque chose comme un miroir, par exemple, donc qui va réfléchir toute la lumière. On peut faire des hypothèses, hein. Il ne faut pas virer fou avec la physique, là. L'important, c'est d'avoir des raisonnements qui sont valables, mais après ça, un grain de poussière là, qui n'est pas métallique, ben, on peut supposer qu'il absorbe pas mal toute la lumière. On va voir qu'on peut modifier nos formules dans le cas qu'on va avoir quelque chose d'intermédiaire, mais tout est intermédiaire en réalité, là. Pourquoi qu'il y a un 2 dans le cas de la réflexion totale versus l'absorption totale? Ben... ça vient de la deuxième loi de Newton. Imagine que tu as un objet qui absorbe ton photon. Donc, il y a l'énergie du photon qui s'en vient là-dessus, va être absorbée là-dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, le photon est absorbé, donc à la fin, il n'existe plus. Donc, toute la quantité de mouvement de ce photon-là va être transférée en quantité de mouvement sur ton objet. Par contre, dans le cas de la réflexion, comme le photon arrive et est réémis par là, la quantité de mouvement, donc je vous rappelle que quand on fait la variation de quantité de mouvement sur les collisions, ben on fait delta P qui va être égal à mv1 moins mv2. Ben ça se trouve à tous être des vecteurs. Pourquoi je l'écris à l'envers ce coup-là? MV2. Donc les V, ce sont tous des vecteurs et le P aussi. Donc, où je veux en venir là-dedans, c'est que si tu as un vecteur initial qui est par là et un vecteur final qui est par là, ben tu as un moins qui est là. Donc, tu vas avoir plus, moins, moins. Donc, dans le fond, ça va devenir 2 fois ça. Fait que dans le fond, tu as 2 fois plus d'énergie qui doit être transférée à ton objet pour que le photon soit capable de revenir. Donc, cette double quantité de mouvement-là te donne 2 fois plus d'énergie, donc 2 fois plus d'impulsion sur l'objet qui va être propulsé, cette fois-ci 2 fois plus grand par là. Donc c'est un petit peu pour ça qu'il y a un 2. Donc la pression de radiation, c'est le P majuscule. Le petit p ici, c'était la quantité de mouvement. Le grand P qui est la pression. On calcule ça en pascal ou en newton par mètre carré. Je vous rappelle la définition de la pression, si vous ne vous rappelez pas. Donc, la pression, c'est la force sur une surface, donc la force en newton sur une surface en mètre carré. Si on a des objets qui ne réfléchissent pas ou absorbent pas complètement la lumière, donc on ne pourra pas choisir ces 2 formules-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder l'absorption totale, puis après ça, on va ajouter le pourcentage de lumière qui est réfléchi. Donc, j'ai fait un exemple. Si la lumière est partiellement réfléchie, on prend 1 plus la fraction de réfléchi. Donc, si on a 40% de la lumière qui est absorbée, ça veut dire quoi, 40% de la lumière qui est absorbée? Ça veut dire qu'il y en a 60% qui est réfléchi. Donc, ce qu'on veut, c'est que ici, on a 1 là, pour l'absorption totale. Ben, ici, on a 2. Ben, c'est le 1 de différence entre les deux qui va être la proportion de lumière
réfléchie. Donc là, on a 60% de lumière réfléchie. Donc, on va ajouter à notre 1 le point 60. Donc, au lieu d'avoir 1 fois I sur C ou 2 fois I sur C, on va avoir 1,6 fois I sur C parce qu'on a 60% de la lumière qui est réfléchie. Donc, faites juste attention, ce n'est pas les lumières absorbées qu'il faut regarder, c'est vraiment les lumières réfléchies. Et il y a lumière absorbée et réfléchie. Il n'y a pas... quand on va avoir des milieux transparents, ça va être d'autres choses, mais là, on n'a pas de milieu transparent. Absorbé plus réfléchi, ça fait 100%. Là. Il n'y a pas de lumière qui est perdue ailleurs de ça. Donc, voilà pour ça. Je vous ai fait un petit exemple pour regarder ça. Donc, un petit exemple quand même assez récapitulatif de votre vie en physique, je pense. Donc, j'ai une poussière sphérique de masse volumique ρ est égal à 3,5 fois 10 à la 3 kg par mètre cube et de rayon grand R. Donc, je ne vous donne pas le rayon. Qui est en orbite à une distance petit r du Soleil. Donc, je ne vous dis pas non plus à quelle distance du Soleil. Le Soleil émet une puissance radiative de 3,9 fois 10 à la 26 watts. Et ça, c'est vrai. Si la poussière absorbe 100% de la lumière, quel doit être son rayon pour qu'elle soit à l'équilibre? Ça veut dire quoi, l'équilibre? Donc, mon Soleil, mon grain de poussière, donc là, je ne ferai pas à dimension réelle, mais ce que je sais, c'est que ce que je veux chercher, c'est le petit rayon R de lui. Donc, la distance entre mon grain de poussière et le Soleil, ça, c'est mon petit R. C'est lui ici, la distance R du Soleil. C'est quoi cette distance-là? Je ne la connais pas. Mais c'est ça que j'ai comme donné quand même. Donc, ça veut dire quoi l'équilibre? Ça veut dire la somme des forces est égale à 0. Là, je sais, là, tout le monde a le goût de dire, ben, à l'équilibre, ça ne bouge pas. Non, à l'équilibre, ça peut bouger. L'équilibre, c'est que la somme des forces est à 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux forces qui vont s'équilibrer. Ben, on a deux masses, donc on va assurément avoir une masse qui va attirer en force gravitationnelle vers l'intérieur notre Soleil et notre poussière. Et on va aussi avoir notre pression de radiation, que je vais appeler F grand R pour force de radiation, qui va être dans l'autre sens. Donc finalement, c'est regarder ces deux forces-là, et pour être à l'équilibre, il faut absolument que la force de radiation soit égale à la force gravitationnelle que le Soleil exerce sur ma particule. Donc voilà, écoutez, c'est pas mal ça qu'on a à faire. Une fois qu'on a compris ce que ça veut dire à l'équilibre, c'est pas mal ça. Donc, je vous ai sorti premièrement la formule d'équilibre. Donc, F est égal à FG, je l'avais écrit ici. Bon, j'ai mis petit r ici, j'aurais peut-être dû remettre petit r, je vais refaire ça. J'espère que je n'ai pas 10 000. Ah, ok. Donc, F petit r. Donc, comme je disais, on veut que FR module soit égal à FG module. Donc, je l'avais écrit ici. Donc, ça, c'est notre situation d'équilibre. J'ai ressorti aussi notre formule de gravitation universelle. Donc là, comme on n'est pas en surface de la Terre, on ne peut pas dire que notre force gravitationnelle est égale à mg. Ça, mg, c'est valide en surface de la Terre. Dès qu'on quitte la surface de la Terre, c'est plus vrai. Il faut prendre notre formule de la gravitation universelle. Donc, on a Fg est égal à G, grand G, petit m, grand m sur petit r au carré. Donc, les deux masses qui s'attirent. Grand G qui est ma constante de gravitation universelle que je vous ai mis ici. Petit r qui va être la distance entre les deux objets. Et ça va me permettre d'avoir justement la masse du Soleil, je vous l'ai donné aussi. Donc, vous pouvez trouver ça dans vos annexes ou je pense qu'on l'a en première page de votre manuel. Ben oui, tu as ça direct à la première page. Donc, la masse du Soleil, vous l'avez 1,99 fois 10 à la 30 kg. Donc, voilà. C'est les deux forces que je dois mettre à égalité. Donc, la première, ma force de radiation. La deuxième, avec ma pression de radiation, ben, je vous rappelle que la pression de radiation, il faut absolument la calculer avec la force de radiation. Donc, ce n'est pas une force ne veut pas égaler à une pression. Une force peut égaler à une force. Donc là, il faut que je transforme ma force de radiation en pression de radiation. Donc là, moi, j'ai une formule pour ma pression de radiation, mais j'en ai pas pour ma force, donc je vais devoir isoler F là-dedans, qui va être égal à P fois A. C'est ce que j'ai fait. Donc, FR va être égal à la pression de radiation fois la surface. Maintenant, pour la surface, là, j'ai supposé, vu qu'on me donnait le rayon que je cherche de ma particule, ben si on me donne le rayon d'une particule, j'ai pas le choix de supposer que c'est une sphère. Est-ce que c'est vrai?
Ben, j'ai pas le choix de supposer ça. Il n'y a pas d'autre chose qui a un rayon qui a un objet vraiment réel qu'une sphère. Donc, sinon, si ça avait été un cylindre, il a fallu que je donne la longueur, il a fallu que je dise dans quel sens il est orienté. Comme je te parle juste du rayon comme ça, tu n'as pas le choix de faire la supposition que c'est une sphère. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai pas pris la surface d'une sphère, mais bien pris la surface d'un cercle? Ben, l'idée, c'est de te dire, c'est quoi la quantité de lumière qui va être gobée par ce grain de poussière-là? Prends un ballon c'est rond, c'est une sphère. Ben, mets-le au soleil. Regarde l'ombre que ça fait. C'est quoi la forme de l'ombre? C'est pas une sphère, c'est plat. C'est la quantité de soleil qui a été volée. Donc, la quantité de soleil qui a été volée, ça se trouve à être un cercle. Donc, à ce moment-là, le cercle qu'on va devoir utiliser, ça va être le cercle qui va être de rayon de notre particule. Donc, pi petit r carré. Donc, à ce moment-là, j'ai pris la pression de radiation pour absorption totale parce qu'on absorbe 100% de la lumière comme mentionné dans l'énoncé ici. Donc, j'ai dit la pression de radiation, je remplace par ça ici. Donc, I sur C. C'est pas mal ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, j'ai mis ma puissance de la source pour avoir mon intensité. Donc, pour avoir l'intensité I, comment je fais? Ben, j'ai ma formule qui me dit que la puissance de la source est donnée par I sur 4 pi r carré. Donc, si je veux avoir l'intensité, ben, j'ai l'intensité ici. Excusez, j'ai écrit ça complètement à l'envers. C'est l'intensité qui est égale à la puissance de la source divisée par 4 pi r carré. Watt par mètre carré est égal à watt par mètre carré, ouais. Donc voilà, j'ai remplacé le I par ça ici pour avoir le 4 pi r carré qui apparaît ici. Faites attention de bien distinguer, là, c'est quelque chose que j'ai insisté aussi dans le dernier exercice de révision. Distinguer les lettres, distinguer les chiffres qui ne sont pas équivalentes, c'est très important. Donc, si vous mettez petit r dans les deux cas ou grand R dans les deux cas, ben, vous allez avoir tendance à les barrer ici et vous aurez des erreurs. Donc, ici, petit r pour lui et grand R pour celui de la poussière. Donc, voilà, écoutez, une fois qu'on a ça, pas grand-chose d'autre à dire, à part on peut faire un peu de ménage. Donc, j'ai enlevé les pi de chaque côté ici. Et c'est pas mal ça. Ensuite, j'ai mis ça égal à la force gravitationnelle. Donc, tout ça était la force de radiation. Donc, toute cette ligne-là m'a servi à calculer la force de radiation. Maintenant, je veux avoir la force gravitationnelle. Je mets les deux égales. Maintenant, pour avoir la masse de ma particule, donc je vous rappelle que la masse est donnée par la masse volumique fois le volume. Et comme c'est une sphère, ben, j'ai pris le volume d'une sphère, donc 4/3 de pi r cube. Et j'ai mis les deux à égalité. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pas mal gagné. Il me reste à isoler. Donc, je vous invite à refaire cet exercice-là et à essayer d'arriver à cette formule-là. C'est ça la physique de la chose. Après ça, le chiffre, moi, il m'intéresse beaucoup moins que ça ici. Mais si vous avez pitonné le chiffre, on arrive avec 1,7 fois 10 à la moins 7 mètres. Donc, voilà pour la pression de radiation. Si on avait une particule qui avait été plus ou moins réfléchissante, la seule chose qui aurait changé, ça aurait été ici notre I sur C. Donc, on aurait pu avoir quelque chose à quelque part entre I sur C et 2 I sur C. Ça aurait pu être 1,6 I sur C si on avait absorbé 40% de la lumière, comme on a fait l'exemple tout à l'heure. Donc, voilà. Dernier petit bout, bien facile, que vous avez déjà vu. Réflexion, réfraction. Écoutez, je vais aller rapidement, c'est des choses que vous connaissez. J'ai fait un exemple ici avec de l'air puis de l'eau. Donc, première chose, la ligne qui sépare l'air de l'eau, donc qui est la surface de l'eau, là, finalement, ça, on appelle ça l'interface. Donc, cette ligne-là ici, on l'appelle l'interface. Donc, cette ligne-là, elle sépare... Comment le dire autrement? Je pense que vous savez c'est quoi la limite entre l'air et l'eau. Là, aujourd'hui, on va le faire seulement plat, mais garde en tête que c'est possible de faire ça courbé.
Pensez aux petits bibelots qui sont des boules de vitre qui sont rondes. Ben, les objets qu'on voit à l'intérieur, ben, ils sont déformés. Ben, ça, c'est des dioptres, donc des interfaces qui sont rondes. On va faire ça dans le chapitre suivant. Pour l'instant, on va regarder ça seulement avec des miroirs plans. Donc, en gros, écoutez, il n'y a pas mille choses à savoir là-dessus. C'est que si j'ai un rayon incident, donc disons que j'aurais un objet qui serait ici, ben, il va créer un rayon qui va se rendre jusqu'à mon interface. Ce rayon-là va avoir deux conséquences. Il va soit être réfracté, donc traverser la surface, ou être réfléchi, ou les deux. On va voir que dans certains cas, il n'y aura pas de rayon réfracté. On y reviendra dans une minute. Mais la plupart du temps, on va avoir les deux trucs qui vont se passer. Donc, c'est sûr que si le soleil, c'est l'objet que tu regardes, si tu te trouves à l'extérieur de l'eau, c'est possible de voir la réflexion du soleil dans l'eau. Si tu te trouves en dessous de la surface de l'eau, c'est possible de regarder la surface de l'eau puis voir à quelque part le soleil au-dessus de ta tête. Donc, c'est deux images, dans le fond, de l'objet qui est le soleil ici, que tu es capable de voir dans les deux endroits. La seule chose, c'est que si tu es dans l'eau, toi, tu vas avoir l'impression que le soleil s'en vient à tes yeux selon cet axe-là. Donc, si tu poursuivais cette ligne-là, tu as l'impression que le soleil s'en viendrait ici. Mais en réalité, le soleil, la ligne a été courbée, si on veut, ou a été déviée à cause que la vitesse de la lumière n'est pas la même dans un milieu qui est réfractant avec un indice de réfraction qui est plus élevé. Donc, pour l'eau, l'indice de réfraction tombe à 1,33. Dans l'air, c'est 1,00 et des poussières. J'ai mis un petit tableau un petit peu plus loin. Dans le vide, c'est vraiment 1 exactement. Mais à mesure qu'on rentre dans l'eau, ben, on a une petite différence. Ce qui nous explique un petit peu nos couchers de soleil qui changent un petit peu de couleur quand l'angle devient important. On commence à observer justement cette différence d'indice de réfraction, justement à cause de la couleur du soleil qui change un petit peu quand on arrive à l'horizon. Bon, écoutez, voilà, pour calculer ces rayons réfléchis et réfractés, c'est quand même relativement simple. Ton rayon incident, c'est toujours lui. Donc, tu vas te tracer une ligne perpendiculaire avec ton interface qu'on appelle la normale ici. Donc, toujours à angle droit avec ton interface, ta normale. Tu la fais traverser de chaque côté. Ton rayon incident, toujours mesuré à partir de la normale. Lui, on l'appelle θ1. De l'autre côté, ton rayon réfléchi, lui, va être égal à θ1'. Je ne sais pas si on voit bien le prime, je vais le mettre plus foncé là. Le θ1 et le θ1' sont absolument égaux. Donc, la loi sur la réflexion là, est quand même assez simple à regarder. Donc, tu as juste à mettre les deux égales et voilà, tu as fini. Pas de gros calcul à faire. Donc, tu mesures d'un côté, tu mesures de l'autre et tu as fini. Pour ce qui est du rayon réfracté, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, l'idée, c'est que la lumière est paresseuse. Donc, elle veut que ça prenne le moins de temps possible. Comme je vous disais tout à l'heure, la lumière prend un peu plus de temps, donc c'est un peu plus difficile. Sa vitesse est plus lente à voyager dans un milieu qui est plus réfractant. Puis c'est directement proportionnel. Là, ce que ça veut dire, c'est que la vitesse de l'onde électromagnétique ou de la lumière est 1,33 fois plus faible dans l'eau que dans l'air. Ce que ça fait, c'est que si on a un chemin à parcourir de là, disons du point de départ jusqu'au point d'arrivée, ben qu'est-ce qui va... Le chemin le plus rapide serait la ligne droite, mais non, pas dans ce cas-ci, parce qu'on est plus rapide à l'extérieur de l'eau qu'ici. Donc, on va faire un maximum de trajet à l'extérieur de l'eau que dans l'eau. Moi, je dis tout le temps l'exemple que tu joues sur la plage au volleyball, puis ton ballon va dans l'eau. Ben, tu vas avoir tendance à faire ça toi aussi, faire un maximum de trajet sur la plage pour faire le moins long possible dans l'eau parce que tu es beaucoup plus rapide à pied qu'à nageant. Donc, c'est naturellement qu'on fait ça comme raisonnement. Et l'eau va faire la même chose. Pas l'eau, mais l'onde électromagnétique va faire la même chose. Donc, ce qui va nous permettre de calculer ces angles réfractés-là, ça va être la loi de Snell-Descartes que vous avez déjà vu au secondaire aussi. Donc, N1 sin θ1 est égal à N2 sin θ2. Donc, le θ2, c'est lui, c'est l'angle réfracté qu'on mesure toujours lui aussi à partir de la normale, mais la normale de l'autre côté de l'interface. Et c'est tout. Donc, le N1 associé au θ1, le N2 associé au θ2. Faut pas se mêler. Donc, si θ2 il est dans l'eau, ben N2, ça doit être l'indice de réfraction de l'eau.
Si θ1 il est dans l'air, ben N1 doit être l'indice de réfraction de l'air. Et on peut faire dans l'ordre inverse. Tu aurais pu décider de mettre ton rayon qui s'en va de l'eau vers l'air. À ce moment-là, ton θ1 aurait été dans l'eau et ton N1 aurait été celui de l'eau. Tu fais juste inverser, là. Mais ça change absolument rien. Là. Il n'y en a pas un qui doit être plus grand que l'autre. Faut que je vous ai identifié tout ça. Donc, les angles d'incidence, les angles réfléchis, angles réfractés. On les mesure en général en degrés. Si vous voulez travailler en radians, j'ai aucun problème avec ça. C'est quand même pas mal plus visuel. Là. Si je te dis un angle de 1 radian, est-ce que tu as une idée ça représente quoi en termes d'angle réel? Ben, il faut que tu réfléchisses un petit peu. Là. Puis en général, ta réflexion passe par une transformation en degrés. Fait que finalement, on va l'exprimer en degrés directement. Et en degrés, ben, ça nous permet d'avoir une valeur qui est quand même pas mal plus visuelle et qu'on est capable d'observer un petit peu, de se visualiser un petit peu plus facilement. Donc voilà. Comme je vous disais, l'indice de réfraction dépend de la vitesse de la lumière dans le milieu. Donc, par définition, l'indice de réfraction, c'est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière dans le milieu. C'est sûr que la vitesse dans le milieu va toujours être plus faible que la vitesse de la lumière, donc l'indice de réfraction est toujours supérieur à 1. Le minimum qu'on peut avoir, c'est dans le vide, qui est à 1. Donc à ce moment-là, on a C sur C qui est égal à 1. Puis après ça, ben, dans l'air, ben, vous voyez qu'on est pas mal proche. Donc 1,003. Dans l'eau, 1,33. Vers Crane, vers Flint, donc des verres de différentes qualités. Les zircons, les diamants, ce qui nous donne des indices de réfraction quand même pas mal plus élevés. Et ceci est la raison principale pourquoi le diamant vaut aussi cher. Tendance à penser que le diamant vaut cher parce qu'il est dur ou parce qu'il est rare que de foutaise. Maintenant, N dépend de lambda, donc le prisme et l'arc-en-ciel. La dispersion chromatique. Donc oui, quand on fait passer de la lumière, disons monochromatique dans un prisme, pas monochromatique, mais une lumière qui est combinée de plein de choses. Donc une lumière blanche, par exemple, on fait passer dans un prisme, à l'autre côté, on voit l'arc-en-ciel. Donc tout le monde a déjà vu l'album de Pink Floyd au moins une fois dans sa vie, ou déjà travaillé avec un prisme au moins une fois dans sa vie. Si tu n'as jamais travaillé avec un prisme dans ta vie, ben bonne nouvelle, le dernier labo de la session, on va essayer de démontrer cette formule-là. Donc notre labo de spectrométrie, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va envoyer de la lumière qui est composée. Donc, on va prendre un tube d'un certain gaz. Puis après ça, on va envoyer cette lumière-là dans un prisme. Donc, on va décomposer la lumière. Et comme les longueurs d'onde sont différentes, donc c'est plusieurs longueurs d'onde qui sont combinées, l'indice de réfraction ne se comporte pas de la même façon pour les différentes longueurs d'onde. Donc, on va vraiment voir que la déviation ne sera pas la même selon différentes couleurs. Donc, c'est ça qui fait la dispersion chromatique, qui étale notre arc-en-ciel. Et ça se calcule quand même bien. Voilà, l'arc-en-ciel, c'est le même principe. Hein? C'est dans le fond, c'est une double réfraction là, qui se passe dans des gouttelettes d'eau. Donc, ça nous prend du soleil puis des gouttelettes d'eau pour avoir un arc-en-ciel. À ce moment-là, quand la lumière rentre là-dedans, ben, elle s'écarte une première fois, elle s'écarte une deuxième fois et s'en va dans notre œil. Et c'est ça qu'on voit. Donc, cette lumière qui a été double réfractée. Maintenant, la réflexion totale interne. Ben, il existe des situations où la lumière ne sera pas réfractée. Si on fait le chemin en sens inverse, donc là j'ai pris l'eau qui est en bas et l'air qui est en haut, sauf que là mon objet serait ici. Donc on part avec un objet qui serait dans l'eau. Maintenant, si je m'en vais d'un milieu qui est plus réfractant à un milieu qui est moins réfractant, juste par la formule, on avait que N1 sin θ1 est égal à N2 sin de θ2. Plus on a un milieu qui est réfractant, plus on va avoir un rayon qui va être proche de la normale. Moins qu'on a un milieu qui est réfractant, plus on va s'éloigner de la normale. C'est toujours comme ça, peu importe si on s'en va dans un sens ou dans l'autre. Donc, si je pars de l'eau, donc du milieu qui est plus réfractant, je devrais être plus rapproché de la normale. Donc ici, mon θ1 qui va être ici. Et genre mon θ2 qui va être ici. Donc là, on voit que le θ2 est plus grand que le θ1 parce que mon milieu de l'air est moins réfractant que mon milieu de l'eau. Donc l'indice est plus bas et ici, l'eau, l'indice est plus haut. Ça, c'est la situation normale. Donc, il n'y a pas de trouble. Ça, c'est t'es dans l'eau, tu as un petit rayon laser ou tu as une lampe de poche, puis il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi dans l'eau, puis tu l'éclaires, ben il voit ta lampe de poche allumée. Bon, bravo, on te voit.
il existe une situation critique. Donc, à mesure qu'on va éloigner mon angle d'incidence de la normale, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'angle réfracté va se rapprocher de l'interface. Donc, si on est comme ça, ben, on déplace lui comme ça, ben, lui va se déplacer comme ça. On déplace comme ça, il va se déplacer comme ça. Les deux se suivent. Et comme le rayon ici réfracté se déplace davantage, parce qu'il est dans un milieu qui est moins réfractant, ben, il va avoir un déplacement qui est plus proche de l'interface. Il existe un cas limite. Le cas limite, c'est ici. Ce cas limite, c'est qu'on va avoir notre rayon réfracté qui va apparaître directement à 90 degrés. Si on se trouve à être sur cette situation-là, l'angle qui est ici, notre angle d'incidence, notre θ1, c'est ce qu'on va appeler l'angle critique, θc. Au-delà de cet angle critique-là, ben, si je continue à éloigner ça, ben, mon rayon réfracté ne peut pas davantage s'approcher de l'interface, il est déjà dessus. Donc à ce moment-là, il n'existera plus mon rayon réfracté. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai mon rayon réfléchi qui existe encore, donc les rayons réfléchis sont tout le temps là, mais j'ai plus de rayon réfracté. Donc là, ici, dans ma première situation, j'avais 100% de l'intensité incidente qui était transférée en rayon réfléchi et rayon réfracté. Ici, 100% entre lui et lui. Mais ici, j'ai 100% qui est tout dans le rayon qui est réfléchi. Il n'y a aucun rayon réfracté. C'est ce qu'on appelle la réflexion totale interne. Et à ce moment-là, on a un θ1 ici qui va être supérieur à l'angle critique qu'on avait établi ici. Et c'est avec ce calcul-là qu'on va nous permettre de calculer l'angle critique. Écoutez, c'est pas super compliqué à faire comme calcul. Si par exemple on veut connaître c'est quoi l'angle critique du verre, ben le calcul est super simple. On prend notre formule, on dit ben dans l'air, qu'est-ce que j'ai? Ben je suis à 1,00. Mon sinus est à 90 degrés. Est égal à N2, ben mon 1,33 fois sinus de mon θ critique. C'est ça ma situation. Donc, j'ai mis θ3. Pourquoi j'ai mis θ3? Critique. Donc, c'est le calcul que je vais devoir faire. Ben, 1 fois sin de 90, tout ça, ça vaut 1. Donc, j'ai 1 sur 1,33, faire le sinus moins 1 de ça, qui va me donner mon angle en degrés si ma calculatrice est en degrés, ou en radian si ma calculatrice est en radian. Donc, ça va nous permettre de calculer assez facilement c'est quoi cet angle-là. C'est pas plus compliqué que ça. Tu prends la valeur négative de l'autre côté qui est exactement la même, ça ne change absolument rien. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour l'angle critique. Pourquoi c'est important pour nous ça? Ben, c'est quand même relativement utile. On s'en sert dans quelques situations. Bon, j'ai parlé du diamant tantôt. Pourquoi le diamant, ça vaut aussi cher? Ben, c'est simplement parce qu'il est brillant. Oui, c'est dur, mais est-ce que ça vaut aussi cher que ça parce que c'est dur? Non, pas vraiment. L'important, c'est de bien le tailler. Donc, on va faire une forme qui va ressembler à quelque chose comme ça. Et l'avantage de faire une forme comme ça, c'est que toute la lumière qui va rentrer sur toutes les faces du diamant ben, va être coincée après. Donc, elle va réfracter. Puis, l'idée aussi, c'est de réaliser que plus le chiffre qui va être ici là, va être important, plus l'angle critique va être grand aussi. En fait, va être petit. Donc, plus ça va être difficile à la lumière de ressortir. Donc, plus on a un objet qui a un indice de réfraction qui est élevé, plus la lumière est coincée à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la lumière? C'est qu'elle va rebondir là-dedans, elle va réfléchir sur toutes les parois, donc elle va rebondir comme ça jusqu'à un certain moment où elle va être capable de ressortir par la surface supérieure ou la surface adjacente de chaque côté, mais jamais aucune lumière est capable de sortir des côtés qui sont ici. Donc, toute la lumière qui rentre dans cet objet-là en ressort vers le dessus, ce qui en fait un objet qui est extrêmement brillant. Et non, ce n'est pas rare des diamants. Il y en a abondamment. Je te mets au défi d'aller dans un bijoutier puis de dire « T'as-tu du diamant? » Puis qu'ils te répondent « Non, j'en ai plus. » Ça n'arrivera jamais. Aucune rareté dans le monde au niveau du diamant. Juste une demande quand même très soutenue. Donc, c'est juste le fait de la demande qui fait gonfler le prix de ça parce que c'est beau. On peut s'en servir à des choses un peu plus pratiques. Des jumelles. Donc, exemple, les jumelles ici, au lieu d'utiliser des miroirs, on utilise des prismes comme ça. Donc, ça fait des mécanismes qui sont beaucoup plus stables.
Donc, il n'y a pas de lumière qui réussit à sortir ici. Si je me rappelle bien, le verre qu'on utilise ici, il utilise dans votre manuel, il me semble que c'est autour de 42 degrés, l'angle critique. Donc là, on a un angle d'incidence de 45 degrés. Donc, on est en dessous, notre angle critique est inférieur à ça. Donc là, on a réflexion totale interne ici, réflexion totale interne ici, ici et ici. Puis après ça, en fait, dans l'autre sens. La lumière rentre par là, fait ce chemin-là et se rend jusque dans notre œil. Fibre optique, qui est une technologie géniale. C'est exactement ça, une fibre optique. C'est des influx lumineux qui vont rentrer dans la fibre et qui peuvent seulement sortir par l'extrémité. Donc, on est capable de communiquer des informations à la vitesse de la lumière sur des distances extrêmement grandes, sans perdre de signal, sans avoir besoin de signaux électriques. Ça devient beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide avec une transmission de données qui est même pas comparable. Donc, c'est beaucoup plus performant au niveau de la transmission numérique de données. L'inconvénient de la fibre optique, par contre, c'est que imaginez qu'il y a quelque chose qui brise là-dedans. C'est pas évident de savoir quel qui a brisé, comment et pourquoi. Donc, souvent, c'est des coûts très élevés à remplacer tout ça et à produire. Donc, c'est quand même comme ça que ça fonctionne, une fibre optique. Donc, on a vraiment des angles qui sont en dessous de l'angle critique de chaque côté qui font que la lumière ne peut pas en sortir. Juste avant de vous laisser, donc vous avez les exercices ici. Donc 2, 4, 8, 9, vous êtes capable de lire ça. Donc dans le chapitre 4. J'aimerais vous dire quand même que pour les prochains chapitres, vous allez voir, vous avez un genre de décalage à l'occasion au niveau de la matière entre les différents chapitres. Je ne fais pas tout dans le même ordre que votre manuel. Moi, j'ai choisi cet ordre-là parce que je juge que c'est le meilleur pour votre compréhension. Mais au bout de la ligne, c'est un petit peu différent dans votre manuel. Donc, si vous faites vos lectures, vous allez voir qu'il y a des choses que vous allez voir que je n'ai pas dit encore, des choses que vous n'avez pas vues encore, que je vous ai quand même donné vos exercices parce qu'ils sont dans le chapitre 4. Donc, pas de panique avec ça. On va se rendre quand même tous ensemble au bout de la ligne à l'examen 2. Mais là, on arrête ça pour l'instant. Dernière chose que je voulais vous parler. J'ai parlé tantôt dans le spectre électromagnétique que les rayons ultraviolets sont invisibles. Donc, la seule chose qui est visible, il est écrit ici. C'est ce qui est entre 400 et 700 nanomètres, ce qui est là. Donc, les rayons UV qui sont ici sont invisibles. Explique-moi d'abord comment ça se fait que quand tu rentres dans un restaurant, un bar ou quelque chose, puis il y a une lumière, un néon ultraviolet, que ton chandail blanc devient aussi brillant. Bonne semaine!